Mesdames, Messieurs, chers collègues, à l'issue du scrutin des 22 et 29 mars dernier, nos concitoyens ont renouvelé pour 6 ans l'ensemble des élus qui siègent désormais au sein des conseils départementaux. Dans notre région, les résultats ont conduit à l'alternance après que les électeurs aient fait confiance à la gauche pendant 14 ans dans l'Eure et 11 ans en Seine-Maritime. Je tiens ici à saluer l'action des présidents Jean-Louis Destan, Didier Marie, puis Nicolas Rouly, qui, avec leur majorité, ont travaillé sans relâche pour bâtir un territoire solidaire et proche de ses habitants. Chacun d'eux a mené des politiques de progrès social qui profitent quotidiennement à tous les Hauts-Normands. Et je souhaite que leurs successeurs fassent aussi bien, avec comme seule boussole l'intérêt général et le développement de notre région. Département et région, la qualité de cette collaboration est évidemment essentielle. Cela nous a permis, pendant plusieurs années, d'abord avec Alain Leverne, puis moi-même à la région, d'avancer et de doter nos territoires d'équipements, d'actions indispensables et de haut niveau. Je pense aux maisons de santé pluridisciplinaires, aux EHPAD, aux transports collectifs, au haut et au très haut débit, au soutien aux associations culturelles, sportives et de solidarité. Ces résultats ont été rendus possibles grâce notamment au 276, démarche unique en France, initiée il y a 10 ans, qui a fait la preuve de son efficacité et de son utilité. Je souhaite qu'il en soit de même avec les nouveaux exécutifs eurois et sénomarins, auprès de qui j'ai d'ores et déjà exprimé ma volonté de poursuivre ce travail en bonne intelligence et dans l'intérêt de nos concitoyens. J'adresse, comme je l'ai fait jeudi dernier lors de l'élection des 2 présidents, élection auxquelles j'ai assisté personnellement, j'adresse mes félicitations et mes encouragements républicains aux nouveaux présidents, Pascal Martin, Sébastien Lecornu, ainsi qu'à tous les élus issus de ces élections, notamment ceux de nos collègues conseillers régionaux qui y ont pris part. Qu'ils soient assurés de ma disponibilité et de mon écoute. La région a toujours travaillé dans cet esprit et elle doit continuer de le faire. Au-delà des choix effectués par nos concitoyens, plusieurs éléments me semblent à retenir de ces élections départementales. D'abord, pour la première fois partout en France, les assemblées départementales sont entièrement, désormais, paritaires. Il y a aujourd'hui autant de femmes que d'hommes élus conseillers départementaux. Beaucoup reste à faire. La proportion de présidentes et de vice-présidentes, y compris en Normandie, en témoigne. Mais il s'agit quand même là d'un progrès démocratique qu'il faut souligner. Même si le redécoupage fut parfois contesté, chaque canton représente aujourd'hui un nombre d'habitants à peu près équivalent, là où hier les disparités étaient importantes. 5 000 dans les plus petits, 35 000 dans les plus vastes. La représentativité des territoires est ainsi, il me semble, mieux assurée. Du côté des mauvaises nouvelles, l'abstention a une nouvelle fois été forte, trop forte, même si inférieure au scrutin de 2011. Près d'un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé. Et personne, ni à gauche ni à droite, ne saurait se satisfaire de cela. Chacun doit prendre sa part de responsabilité dans cette situation qui progresse globalement, j'allais dire inexorablement,
lors des élections locales depuis de très nombreuses années. Cette situation doit nous inviter à la prudence, à la modestie, dans l'analyse des résultats. Elle doit aussi nous inviter à veiller individuellement sur la façon d'exercer nos responsabilités publiques, à commencer, je le dis régulièrement, par le fait de siéger dans nos instances. Les scores de l'extrême droite doivent interpeller tous les républicains. Le repli sur soi, l'exclusion des plus faibles, la recherche de boucs émissaires représentent une pente dangereuse pour notre démocratie. Il s'agit d'un vote de colère, plus souvent que d'adhésion. La stratégie du nini, qui pour moi représente le degré zéro de la responsabilité politique, a également sa part de responsabilité dans ces scores. Elle montre une certaine porosité, pas totale heureusement, mais réelle, qui existe aujourd'hui entre une partie de la droite et l'extrême droite. Je le déplore, parce que quand les digues sont rompues, le pire devient possible. Enfin, je le dis sans langue de bois, la gauche, dans son ensemble, à commencer par ma propre famille politique, naturellement, doit faire son autocritique et tirer les leçons de cet échec. Nous avions de bons bilans dans nos 2 départements, bilans que nous partagions. Les scrutins sont toujours, il suffit de regarder les années précédentes et les majorités antérieures, les scrutins sont toujours difficiles pour le parti au gouvernement. Ce dernier doit entendre le message et adresser un signal clair à nos concitoyens par des politiques de gauche, précises et fortes. Je le demande. Constatons aussi que tous les partis de gauche, aux responsabilités nationales ou pas, ont vu leur score s'effondrer. Alors que la droite républicaine s'est rassemblée, la gauche s'est divisée, et cette division est mortifère pour tous. Et les résultats en attestent. Celles et ceux qui réclamaient plus de gauche auront dorénavant 2 départements à droite. Est-ce cela que nous voulons? Alors, chacun trouvera des excuses, trouvera que c'est la faute de l'autre. Je vais le dire très directement, parce que nous connaissons ce film. Le Parti socialiste dira que c'est la faute des autres partis de gauche, les autres partis de gauche diront que c'est la faute du gouvernement, et la droite républicaine dira qu'elle a gagné. Ces postures, nous les connaissons toutes et tous. Comme président de région, je pose simplement la question suivante. La région, peut-être plus encore que les départements d'ailleurs, c'est le premier investisseur public local, c'est l'échelon probablement le plus efficace pour mener des politiques de transformation sociale écologique, des politiques d'investissement public, des politiques de transition énergétique, des politiques d'emploi, des politiques de développement des grandes infrastructures. Pour mener ces politiques, vaut-il mieux demain se rassembler ou prendre le risque d'une victoire de la droite? Quelles seraient les conséquences pour nos concitoyens? Je demande à toute ma majorité, à commencer par ma propre famille politique, de bien y réfléchir. Nos concitoyens, justement, leur message est clair. Entendre ce message, répondre aux attentes, c'est agir à notre modeste niveau, mais quand même à notre niveau, pleinement,
pour l'emploi, la formation, la transition écologique, les services publics, les transports, le rayonnement et l'attractivité de notre région. C'est ce que nous faisons au quotidien et je compte poursuivre et amplifier nos efforts. Entendre le message de nos concitoyens, c'est aussi préparer la réforme territoriale, la Normandie de demain, une région dynamique, une région qui a besoin d'investissement et de rassemblement. Investissement parce que c'est la clé de son développement. Depuis 1 an et demi, nous avons fait de l'investissement public appuyé par une gestion saine, ma priorité. La Normandie et la vallée de la Seine ont besoin d'investissements dans de nombreux domaines, dans le développement économique, au service de l'emploi, dans la transition écologique et énergétique, dans l'environnement, dans le tourisme, dans la culture. Après de longs mois de travail, notre combat collectif, pas uniquement la région, pas uniquement ma majorité d'ailleurs, pour l'investissement en Normandie, ce combat a porté ses fruits. Nous avons obtenu des engagements financiers, concrets, significatifs de l'État, c'est la première fois, qui sont désormais inscrits à la fois dans les contrats de plan État-région, mais également dans le contrat de plan interrégional, CPIER, que j'appelais de mes voeux ici dès novembre 2013, premier contrat de plan normand finalement avec l'Île-de-France, et dont nous avons signé les protocoles d'accord avec le Premier ministre à Honfleur le 13 février dernier. Je tiens à rappeler, pour ceux qui verraient le verre à moitié vide, que le CPER haut-normand, sans même compter les crédits du CPIER d'ailleurs, le contrat de plan haut-normand est le 6e le mieux doté de France, pour une région qui, en population et en PIB, est la 13e de France. Ces engagements, à hauteur de plusieurs milliards d'euros, vont se traduire très concrètement en actes qui profiteront à tous les Normands. Nous avions eu des études, nous avions eu des rapports, des analyses, certainement utiles. Nous avons maintenant des actes, du concret, des projets. C'est une victoire pour notre région à l'aube de la réunification. Je n'oublie pas les contrats de territoire, contrats d'agglomération, contrats de pays, dont certains sont déjà signés ou en passe de l'être. Je pense à la métropole Rouen-Normandie, le pays du Roumois, la communauté d'agglomération Seine-Eure, et celui de la communauté d'agglomération havraise sera signé dès le 23 avril prochain. Les autres sont actuellement en préparation et je souhaite qu'ils puissent être signés le plus rapidement possible. L'association de la région et des 2 départements, le 276, a été reconduite en février dernier. Je le réaffirme, le 276 doit perdurer. L'évolution à la tête des exécutifs départementaux ne doit surtout pas être un frein à cela. Et comme elle l'a toujours fait, la région a pris des engagements qu'elle respectera. Il en va du développement de nos territoires. Investir, c'est aussi assurer de l'activité économique pour nos entreprises, nos PME locales, notamment celles du BTP, qui attendent les ouvertures de chantier. L'investissement ne peut pas attendre. Nos PME ne peuvent pas attendre. La Normandie a besoin d'investissement, elle a également besoin de rassemblement. Avec Laurent Beauvais, le président de la région Basse-Normandie, nous travaillons maintenant depuis près d'1 an à l'union des 2 Normandies pour que la nouvelle collectivité soit en ordre de marche dès le 1er janvier 2016. À l'échelle nationale, sans prétention, mais sans fausse modestie non plus, nous sommes sans doute
parmi les plus avancés pour la mise en œuvre de cette fusion. Depuis 10 ans, en effet, avec Philippe Duron, puis Laurent Beauvais, Alain Leverne avant moi, nous portons un certain nombre de politiques communes, normandes, dans de très nombreux domaines, tourisme, aéroport, université, culture, transport, démarche Vallée de Seine, pôle de compétitivité. Cette union s'inscrit donc dans cette continuité. Et pour conduire cette démarche, nous avons mis en place une méthode de travail simple qui implique l'ensemble des groupes politiques, des 2 conseils régionaux, mais également, j'y insiste, la société civile à travers les Césaires. Et je salue le président du Césaire au Normand, Gérard Lissot, qui est présent à chacune de nos séances plénières. Après une première phase de concertation qui s'est achevée en février, durant laquelle une trentaine de réunions publiques se sont tenues sur tout le territoire normand, les 2 régions ont installé la gouvernance pour aborder l'ensemble des chantiers à mener d'ici la fin de l'année. Comité de pilotage, composé des présidents, des vice-présidents, comité de suivi, composé de membres des 2 Césaires, des présidents de tous les groupes politiques régionaux, qui permet d'échanger sur les chantiers en cours, de recueillir l'avis des élus et d'orienter la suite des travaux. Au préalable, avec Laurent Beauvais, nous avions saisi les 2 Césaires pour faire l'analyse précise des politiques, des rapprochements possibles dans le temps. Et je tiens à saluer la qualité de ces travaux communs aux 2 Césaires, qui ont été rendus publics le 28 janvier dernier et qui nous servent au quotidien de base pour l'élaboration des priorités de cette nouvelle collectivité. Parmi ces priorités, je veux citer le développement des énergies marines renouvelables, avec à la clé une filière industrielle nouvelle, dont la Normandie sera le fer de lance. On pense bien sûr à l'éolien en mer, mais on peut aussi parler de l'hydrolien du côté de la Manche. Et nous sommes déjà dans une action commune. Nous étions ensemble au Salon européen de l'éolien à Copenhague et nous portons maintenant les actions en commun. Le renforcement des liaisons ferroviaires, j'y reviendrai ensuite, avec sur le long terme la LNPN, la ligne nouvelle Paris-Normandie, et sur le court terme l'amélioration de la liaison Caen-Rouen. Nous aurons l'occasion d'en reparler très prochainement. La simplification des aides aux PME, en relation notamment avec la Banque publique d'investissement. La mise en place commune du service public régional de l'orientation et de la formation, parce que l'orientation et la formation sont des clés de l'avenir, notamment de la jeunesse, mais pas uniquement normande. Et plus largement, même si cela prendra évidemment un peu de temps, le rapprochement des dispositifs régionaux qui bénéficient à nos concitoyens dans les lycées, les transports collectifs, les diverses cartes de réduction qui existent dans les 2 territoires. Et puis, bien sûr, parce que c'est aussi un des objectifs, la recherche d'économies de fonctionnement, sans, bien sûr, mettre en péril la qualité reconnue et la proximité de nos services publics. Sur ce plan-là, nous avons d'ores et déjà engagé des démarches pour regrouper nos commandes, je pense par exemple à l'achat d'électricité dans les lycées, de façon à dégager des économies de fonctionnement substantielles. En parallèle à ces travaux, des ateliers thématiques vont être organisés prochainement, tout simplement pour écouter les acteurs de notre société civile sur les sujets majeurs que sont la transition énergétique, l'emploi, l'agriculture, l'économie, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, l'apprentissage, mais également la culture, le patrimoine, la jeunesse. Il s'agit d'entendre nos associations, nos entreprises, nos établissements publics sur ces thèmes importants et permettre une expression sur leur vision de la Normandie de demain. Et tous les élus régionaux qui le souhaitent seront évidemment invités à prendre part à ces ateliers.
je tiens à saluer et à remercier l'ensemble des agents de notre administration qui, comme en Basse-Normandie, je le sais, se sont engagés dans ce travail préparatoire, cette construction d'une nouvelle collectivité, avec un grand sens du service public. Ce n'est pas une tâche facile. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes, mais dans ce contexte, ils prouvent quotidiennement leur attachement à notre région. Je veux dire aussi que ce sujet de la Normandie doit nous rassembler, je le crois sincèrement, au-delà des orientations partisanes des uns et des autres. Car rien ne serait plus contre-productif, rien ne serait plus nuisible que de faire de ce projet un objet instrumentalisé, un objet de division. Je crois au contraire que nous devons nous rassembler dans le respect et l'équilibre de chacun des partenaires. Parce que tout simplement, quand la Normandie est rassemblée, c'est toute la Normandie qui gagne. Agir pour répondre aux attentes de nos concitoyens, c'est aussi le sens de cette séance plénière. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, à l'ordre du jour, ce que je vous propose, ce sont des mesures simples, concrètes, qui viendront notamment compléter le plan normand de soutien au BTP que Laurent Beauvais et moi-même avons rendu public il y a quelques semaines. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est l'introduction de clauses d'insertion sociale dans les marchés publics. C'est l'harmonisation des pratiques d'achat public pour soutenir l'activité des entreprises. C'est l'accès favorisé à la commande publique pour les PME. C'est une prime supplémentaire de 1 000 € pour les entreprises qui embauchent des apprentis. C'est aussi l'amélioration des installations de maintenance pour les trains du quotidien, en particulier vers Paris, pour développer nos relations ferroviaires. Sur cette question ferroviaire, j'ai rencontré avec certains d'entre vous Guillaume Pépi vendredi dernier à propos des liaisons entre Paris et la Normandie, et en particulier la liaison Paris-Rouen-Le Havre, même si en réalité, 3 sont d'importance, Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Évreux-Caen-Cherbourg, mais également Paris-Granville, en passant par Verneuil. Les usagers, dont je fais partie, avec beaucoup d'entre vous, sont pénalisés par les retards à répétition, de mauvaises conditions de circulation qui durent depuis trop longtemps. Et nous sommes intervenus avec mon homologue bas-normand, avec d'autres élus locaux également, auprès de la SNCF et de son président pour demander des améliorations rapides et tangibles. Par ailleurs, sans attendre, et alors que cela ne relève aucunement des compétences de la région, puisque nous ne parlons pas de lignes TER, nous parlons de lignes intercités, j'ai engagé la collectivité régionale pour financer des investissements sur le site de Clichy, le Technicentre, ainsi que sur le site de Sotteville, afin d'améliorer le dispositif d'entretien, de suivi et de maintenance des matériels. À ma demande, le président de la SNCF s'est également engagé sur un plan d'action qu'il a dévoilé vendredi, qui comprend des mesures concrètes, rénovation des infrastructures normandes pour un montant de 375 millions d'euros sur la période 2015-2020, et des actions immédiates, renforcement des équipes de maintenance, investissement, notamment sur le site de Sotteville, et veille spécifique sur les trains de pointe, qui sont évidemment les plus sensibles, meilleure information auprès des usagers. Un rapport à ce sujet vous est présenté aujourd'hui, qui s'appuie sur une idée simple. Les trains normands en direction de Paris seront mieux gérés en Normandie, et en particulier sur le site de Sotteville. Je sais que ce site est cher à beaucoup d'entre vous, et la région
sera particulièrement vigilante et mobilisée sur ce dossier, même si encore une fois il ne relève pas de ses compétences, pour non seulement améliorer le quotidien de milliers, de dizaines de milliers d'usagers, mais également utiliser cela comme un levier d'opportunité pour développer de l'activité ferroviaire et donc de l'emploi en Normandie. Chers collègues, nos concitoyens savent qu'ils peuvent compter sur une région solide, aux finances saines, maîtrisées, à leur côté au quotidien. Nos priorités sont connues, notre cap est clair, et je sais que la tentation est grande, pour tous ces derniers temps, d'aller vers la division, parfois la revanche. Moi, je vous propose plutôt de nous rassembler sur un certain nombre de sujets essentiels. L'emploi, l'avenir de nos services publics, le développement de la Normandie. Et je vous propose pour cette séance de nous placer au-delà des clivages habituels, d'essayer d'être collectivement à la hauteur de cet enjeu. Je vous remercie.